vous écoutez les podcasts d'Authentic Talent. Je suis Chloé Toiti, fondatrice d'Authentic Talent, qui est un cabinet de conseil en talent management, également distributeur officiel de Hogan Assessment en France. Et chez Authentic Talent, on a la chance d'accompagner des structures de toute taille et de tout secteur autour de leurs enjeux de sélection, d'accompagnement individuel ou collectif. Et on a créé ce podcast pour aller explorer avec des dirigeants et des experts RH les différents enjeux humains d'aujourd'hui et de demain. Aujourd'hui, je reçois Tonton Karim, CEO de Find Your Way. Donc, bonjour Tonton Karim, je suis ravie de te recevoir aujourd'hui sur le podcast d'Authentic Talent. Salut. Aujourd'hui, du coup, on va se parler de pas mal de choses et notamment du ROI, des campagnes d'influence, et c'est un sujet, je pense, sur lequel on est assez mal informé, sur lequel on doit se poser pas mal de questions tous ensemble. Voilà. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, pour le peu de personnes qui te connaîtraient pas, dans les gens qui nous écoutent aujourd'hui, est-ce que tu peux nous parler un peu de toi, de ton parcours, qui tu es? Ouais, grave. Moi, du coup, c'est Tonton Karim. J'ai 32 ans. J'ai une agence de conseil RH qui s'appelle Find Your Way, avec 2 missions. La première, c'est d'aider les étudiants à mieux s'insérer sur le marché, parce que je me suis souvenu que moi, à l'époque, personne n'était venu m'aider. Et la deuxième mission, c'est d'aider les entreprises à mieux recruter avec de la marque employeur. Donc, du coup, j'accompagne plein d'entreprises, justement, dans des campagnes d'influence pour les aider à créer du contenu et à se rendre plus visibles pour les candidats. Ok, merci pour ça. Et puis effectivement, je pense que pour ceux qui te suivent, ils doivent déjà constater que tu travailles avec des entreprises super différentes, mais tu viens de donner des exemples tout à l'heure, voilà, de type de partenariat que tu as créé. Est-ce que tu peux nous confier aujourd'hui quelque chose que les gens ne savent pas sur toi? Que les gens ne savent vraiment pas sur toi? Mais je me demande si je l'ai pas déjà dit. Je réfléchis, mais pour te donner un truc, moi quand j'étais plus jeune, je suis vraiment passionné d'aéronautique depuis que je suis tout petit. C'était vraiment le rêve de ma vie d'être pilote de ligne. Et en fait, c'était vers ça que je voulais me diriger. Et du coup, à 16 ans, moi j'ai passé mon brevet d'initiation à l'aéronautique. Donc j'ai piloté un monomoteur, wow. Tu vois, plusieurs heures de vol. Et du coup, j'ai piloté avant même de conduire une voiture. Et c'était le rêve de ma vie. C'est cool ça. Et tu pilotes encore aujourd'hui? Non, mais problème de temps, d'argent aussi, parce que ça coûte cher, tu vois. Mais ça restera ma passion, je pense, toute ma vie. Ok, cool, très cool. Je sais pas si je l'avais dit, mais du coup, comme ça, vous le savez. Tout le monde peut pas dire qu'il a conduit un avion avant une voiture, j'avoue, c'est pas mal, hein. C'est pas mal. Ça en jette un peu. On le mettra dans notre ranking des meilleurs des meilleures infos. Alors quand on s'est parlé, quand on a échangé en amont de ce podcast, on a réfléchi sur quel serait le sujet dont tu aimerais nous parler aujourd'hui. Ouais. Tu m'as parlé effectivement du ROI, des campagnes d'influence, notamment dans toutes les logiques d'attractivité des candidats. Ouais. Pourquoi c'est une thématique qui te tient autant à cœur? Mais parce que tu sais, moi je fais plein de campagnes d'influence et c'est vrai que on parle souvent du ROI, souvent avec une vision qui est très court-termiste et qui du coup ne marche pas. Tu sais, c'est genre les marques viennent me parler, ils me disent du coup Karim, qu'est-ce qu'on peut attendre en termes de ROI? Nous on veut ça et je suis là mais les copains ça marche pas du tout comme ça. Enfin tu vois, il faut prendre le temps. Enfin faut avoir une vision qui est très long terme sur le ROI. Puis il y a plein de manières d'analyser ce ROI. C'est très opaque. Enfin les gens ne savent pas en vrai comment on peut faire et tout pour analyser. Et je trouve que c'est un sujet non seulement qui est assez nouveau, qui est assez novateur au final, et qui est réellement important aujourd'hui quand on parle de recrutement, d'attractivité, de fidélisation aussi. Donc c'est pour ça que je voulais absolument en parler avec toi aujourd'hui sur ce podcast. C'est hyper intéressant parce que je pense que dans les gens qui nous écoutent, il y a des entreprises qui ont déjà eu accès à ce type de démarche. Il y en a d'autres qui doivent se poser la question si c'est accessible vraiment pour tous les types d'entreprises. Et puis aussi, est-ce que finalement c'est quelque chose d'utile pour attirer tous les types de candidats? Donc c'est quelque chose qu'on va vraiment dans lequel on va plonger aujourd'hui. Peut-être pour démarrer, quelles sont toutes les fausses bonnes idées, les croyances que tu vois autour de ce sujet de l'influence et que tu aimerais un peu combattre? Déjà, je pense que la première problématique avec l'influence, c'est que tout le monde va en faire un mode, tu sais, c'est à la mode. Donc, aller un peu sponsorisé par-ci, par-là, machin. Et en fait, je pense qu'on oublie de se poser sur le vrai sujet en amont. Et le vrai sujet, parce que du coup on parle d'influence là dans le cadre du recrutement, donc on parle de marque employeur. Pour moi c'est vraiment l'EVP. Donc désolé c'est un acronyme. Donc l'EVP, Employee Value Proposition, avec a great accent in English. Mais oui. T'as vu un peu. Et en fait c'est ta proposition de valeur. Et cette proposition de valeur, elle va être du coup dédiée à 2 catégories de personnes. La première du coup ça va être tes collaborateurs en interne. Qu'est-ce qui les fait rester dans ta boîte, qu'est-ce qui fait qu'ils s'épanouissent dans ta boîte et qu'ils veulent rester. Et la deuxième typologie de personnes que ça vise, c'est les candidats. Et du coup, qu'est-ce qui fait qu'on va attirer ces candidats à venir rejoindre l'entreprise et à postuler. Et du coup, c'est le premier point avant de faire quoi que ce soit, les amis. On arrête de lancer des campagnes dans tous les sens. Déjà, on se pose et c'est quoi le VP, tu vois? Et aujourd'hui, on est en période de crise, donc un des premiers points qu'on va évidemment regarder, c'est l'oseille, tu vois? Ok, on va regarder en interne. Est-ce que du coup le salaire que je propose aux candidats, est-ce que je suis en phase effectivement avec le marché? Ça paraît bête comme ça, mais si t'es pas aligné sur ce qui se passe ailleurs sur le marché,
les gens ne viendront pas. Les gens ne viendront pas et ceux qui y sont ne resteront pas. Tu vois. Donc un des premiers points pour moi là à avoir, c'est vraiment cette histoire de VP. Donc ça va être effectivement l'oseille, ça va être la culture, ça va être l'évolution, la formation. Enfin, il y a plein d'aspects comme ça qu'on peut effectivement développer. Mais avant de se lancer dans quoi que ce soit, faut prendre le temps de travailler ça. Et alors du coup, moi j'ai une question parce que très régulièrement on travaille avec des entreprises aussi sur ces sujets-là, mais avec une toute autre approche et complémentaire. On se rend compte que les entreprises peuvent parfois manquer un peu de lucidité sur justement ce qu'ils offrent en interne à leurs collaborateurs. Voilà, et peut-être un peu plus essayer de tourner leur campagne sur qu'est-ce que les candidats ont envie d'entendre aujourd'hui. Comment est-ce que tu fais toi justement quand tu accompagnes une entreprise, peut-être pour être un peu honnête en fait quelque part ou authentique? Ouais, moi je refuse de toute façon quand on est trop tu vois, quand c'est je veux bien une petite part, on essaie de vendre un peu de rêve, c'est quand même la logique du truc, hein, tu veux essayer d'attirer des gens, donc OK, mais faut pas non plus que ce soit abusé parce qu'après c'est mon image aussi, tu vois, que je vais embarquer avec, donc je suis très sélectif des campagnes que je fais en termes de format, en termes aussi de vision, en termes de contenu du coup qu'on va donner derrière. Je pense que tout le monde a envie justement d'avoir une campagne un peu sexy, un peu sympa, machin. Le problème c'est que tout se sait. Moi, par exemple, dans ma logique, quand je fais une campagne d'influence, je dis toujours aux marques que je leur demande de modérer. C'est-à-dire que moi, je peux pas répondre à leur place. Et évidemment, quand je fais une campagne d'influence, il y a des gens qui interagissent, qui commentent, que ce soit du coup des collaborateurs en interne, mais aussi des gens en externe. Si des choses sont dites, du coup, il faut y répondre. Tu vois, donc ça, par exemple, c'est un truc qui est extrêmement important pour moi. Je ne supprime aucun commentaire sur les publications. Donc, si effectivement quelque chose a été dit, il faut que la marque, du coup, interagisse, qu'elle puisse répondre et modère derrière. Tu vois. Donc ça nécessite effectivement quand tu vas accompagner une entreprise sur une campagne qu'elle soit prête à avoir quelqu'un qui va jouer ce rôle et qui va le jouer bien, parce que je pense qu'on a pas mal d'exemples de modération qui se sont mal passés dans des entreprises connues même récemment. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu le cheminement, par quelles étapes tu passes quand une entreprise va te solliciter? Très concrètement, comment tu démarres? Très concrètement, une boîte me dit, écoute, tonton, oui, parce qu'ils me disent oui, tonton, ils m'appellent tonton. Ils me disent, voilà, on a une problématique de recrutement. Par exemple, on a besoin de recruter beaucoup là sur tel type de métier. En ce moment, c'est un peu la galère. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Et du coup, on se pose ensemble, du coup, en fonction du métier, du secteur aussi, on essaie de réfléchir à une vraie campagne d'influence globale, complète, avec du coup plusieurs formats de publication. Ça peut être de la vidéo, ça peut être de la photo, ça peut être de l'infographie, ça peut être plein de choses. Via moi, mais via aussi peut-être d'autres créateurs de contenu avec qui je travaille. Ok. Donc tu peux travailler en réseau finalement quelque part avec des concurrents? Oui, moi je pense vraiment au côté très synergie, tu vois, je pense qu'il y a de la place pour tout le monde en vrai. On n'est pas non plus 1 milliard en vrai à bosser, tu vois, sur des sujets d'influence RH, je parle. Et vous pouvez être assez complémentaires. Ouais, on peut. Ouais. Non, franchement, ça marche, ça peut. Et du coup, je me dis, ok, j'essaie de réfléchir, tu sais, plus côté candidat, en mode, si j'étais candidat et que je recherchais un job sur tel type de métier ou de secteur, qu'est-ce que j'aimerais voir, qu'est-ce que j'aimerais faire. Et du coup, ça donne lieu parfois à des micro-trottoirs, par exemple, tu vois. Ça donne lieu peut-être à des interviews collaborateurs, ça peut être du vie ma vie, ça peut être du coup des formats classiques, mais ça peut surtout, moi j'aime bien les formats un peu qui changent, tu vois. On essaie de changer un peu, ça peut être du coup vraiment sur le lieu de travail, enfin tu vois, vraiment du collaborateur pour qu'on puisse vraiment être immergé. Donc ça peut être plein de choses très très différentes, mais l'idée c'est vraiment d'avoir quelque chose de très incarné. En fait, tu vois, que les gens puissent se projeter réellement, avoir évidemment de l'info. Si c'est un peu fun, c'est cool, mais toujours, comme tu le disais tout à l'heure, que ça corresponde à l'ADN de l'entreprise. On n'essaie pas de se la jouer fun si en interne, c'est pas fun du tout. C'était ma question, effectivement. Et tu travailles avec qui sont tes interlocuteurs? Parce que j'imagine qu'il y a quand même beaucoup de co-construction avec l'entreprise. C'est hyper intéressant parce que tu sais, à la base, j'avais beaucoup de head of talent, de DRH, tu vois, qui me contactaient. Et puis progressivement, là, j'ai de plus en plus de directeurs marketing. En fait, tout est très lié. Tu te rends compte que pour que ma campagne, elle fonctionne, j'ai vraiment besoin de 2 interlocuteurs, les head of talent, mais aussi les head of marketing, tu vois, pour qu'on puisse co-construire le truc ensemble, pour pas que ce soit pour pas qu'on vienne trop fracasser aussi le côté corpo, produit, service. Mais en même temps qu'on puisse avoir quand même notre ADN à nous, parce que du coup la marque employeur c'est très différent de la communication service. On s'adresse aux gens, on s'adresse pas du coup aux gens là pour vendre quelque chose. Donc c'est vraiment les deux interlocuteurs avec qui je vais travailler le plus au quotidien. Ouais, et puis trouver de la cohérence, que effectivement j'imagine qu'il y a des entreprises qui peuvent être un peu sensibles à ça quand ils se lancent. Non mais je peux comprendre, par exemple quand t'as des boîtes qui sont très présentes déjà et qui communiquent beaucoup sur leurs produits, leurs services, etc. Et qui ont une com un peu, je sais pas moi,
luxe, par exemple, je pense au luxe, je pense à la banque, je pense à, tu vois, des secteurs qui sont assez formels. Bon, bah, tu peux pas faire nimp à côté en mode pour attirer plus de candidats, sinon tu vas venir casser aussi un peu, tu vois, cette image, là, ça marche pas. Faut garder une cohérence, même si on peut aller peut-être un peu plus loin que ce qu'on peut faire pour leurs produits, bah, faut rester quand même, faut pas abuser, quoi. Il y a des types de candidats, on va dire, je sais pas si on dit rares, pénuriques, peu importe. Est-ce qu'une campagne d'influence va forcément être un début de garantie pour l'entreprise de réussir à atteindre ses objectifs de recrutement, là où parfois, effectivement, il y a simplement beaucoup de concurrence pour les mêmes candidats? Comment est-ce que tu vas approcher ce type de cas? Moi, je trouve ça hyper intéressant. Pour, effectivement, les candidats qui sont très pénuriques, je trouve que c'est hyper intéressant parce que c'est des candidats qu'on a du mal à toucher par les canaux très classiques. Je peux prendre un exemple, on va prendre un exemple. Vas-y. Je peux prendre un exemple et puis je me réponds à même. Je prends un exemple. Les questions et les réponses, je vais partir. Voilà, Chloé, je vais faire le podcast tout seul. Donc, je vais poser mes propres questions et mes propres réponses. Merci, tonton Karim. Non, imaginons, j'ai envie de recruter dans la tech, des profils un peu pénuriques. On va prendre un product owner. Donc c'est un peu difficile d'en trouver. C'est quelqu'un qui du coup est entre l'équipe produit et l'équipe tech, donc quelqu'un qui arrive à faire la passerelle entre les deux pour mieux traduire. Et effectivement, c'est assez particulier parce que j'ai besoin de quelqu'un qui maîtrise les sujets tech, mais qui en même temps a une bonne connaissance produit. Donc, globalement, c'est assez relou d'en trouver. Si t'es product owner, c'est une bonne nouvelle. Normalement, tu devrais pas trop galérer à t'insérer sur le marché. Bon. Et ben, du coup, une petite campagne d'influence, ça pourrait avoir quel effet? Moi, je me dis, quand je suis candidat, très souvent, aujourd'hui, le premier truc que je vais trouver, c'est une annonce. Des fois, elle est bien faite, mais très, très souvent, en vrai, les copains, on a une vraie marge, de progression. C'est pas encore ouf. Mais pourtant, moi, c'est le premier truc sur lequel je tombe, tu vois. Et du coup, bah, est-ce que ça va vraiment me donner envie de postuler? Non. Aller du coup au-delà avec de la création de contenu, c'est là où je peux avoir du coup un vrai effet de conversion intéressant. C'est que pour le candidat, je vais avoir accès à plus d'infos pour pouvoir me projeter sur la culture d'entreprise, sur les équipes, sur ce que je vais faire au quotidien, etc. Et là, une campagne d'influence, ça peut être hyper efficace, justement. Et là, tu vas former des équipes recrutement. En fait, ce que je suis en train de réaliser, c'est que tout ce que tu vas projeter aux candidats en amont du process, quelque part, pour leur donner envie de s'intéresser à l'entreprise, éventuellement de postuler, ça peut vite être plus ou moins en concordance avec la façon dont les recruteurs derrière vont se positionner dans le process. Est-ce qu'il y a effectivement des échanges pour que entre la première image que tu projettes et ce que les candidats vont ensuite rencontrer dans le processus de recrutement, ce soit un peu aligné? Ouais, parce que du coup, ce qu'on fait quand même, c'est que quand je fais une campagne d'influence, quelque part derrière, moi, ce que je veux, c'est convertir. C'est très sympa. On parlait tout à l'heure de ROI, mais on y revient. C'est très sympa de faire une campagne vidéo très cool, sexy, drôle, ce que tu veux. Mais derrière, moi, je veux qu'il se passe quelque chose. Et le quelque chose que je recherche, là, en l'occurrence, c'est très souvent d'avoir plus de candidats qualifiés, donc plus de candidats de qualité qui correspondent à ma cible. Du coup, quelque part, moi, il me faut une annonce. Enfin, il me faut quelque part où les gens vont pouvoir postuler. Et c'est là, en fait, où il faut que ce soit cohérent, il faut que ce soit bien. Si du coup, on a fait une super campagne, mais que ton annonce, elle est éclatée, bon, bah, c'est un peu comme si on avait fait tout ça pour rien. Parce que juste avant que le mec t'envoie sa candidature, bah, du coup, il va lire quand même, tu vois, l'annonce. Et si elle est pourrie, il va pas postuler, quoi. Donc, il faut vraiment voir le truc. Ça, je te disais de manière très, très, très globale. Ok. Elle est comment mon annonce? Il est comment mon process de recrutement? C'est quoi, là, du coup, le parcours candidat derrière? J'ai un entretien de 12. Sur combien de temps, là, le process est étalé? 2 mois? 6 mois? Enfin, tu sais ce que je veux dire? Oui, je vois bien. Je sais que tu vois. Donc, si tout est cool, c'est ok. Mais si quelque part, là, il y a une épine, en fait, tout ce qu'on a fait, ça va servir à rien. Et c'est pour ça que, du coup, l'histoire de ROI dont je parle, ok, on peut, du coup, regarder le ROI d'une campagne, mais il faut regarder, du coup, tout, globalement. Moi, tu peux pas me dire que ma campagne, elle était bof, si derrière l'annonce, elle est ripou, que tu me fais 8 entretiens, qu'il y a 4 tests techniques, et qu'en plus, c'est étalé sur 6 mois. Là, non. Alors justement, très bien, on va rentrer dans le vif du sujet. J'imagine qu'il y a plein de réponses, mais combien ça coûte? Ouais. Tu sais quoi, je pense que, alors, en fonction du format, je pense que tu peux même si t'as pas beaucoup de budget, aller à partir de 1500-2000, tu peux déjà faire quelque chose, tu vois. Donc je dis à toutes les boîtes, peut-être qui ont un business qui est plus au démarrage, qui ont peut-être moins de sous-sous, moins d'oseille, moins de moyens, moins d'équipes. À partir de 1500-2000, tu peux faire des trucs. Alors évidemment, 1500-2000, on est pas sur une vidéo, on va plus être sur un post statique, donc plutôt une photo, un truc un peu sympa, bien travaillé, réfléchi. Mais déjà, à partir de là, on peut démarrer. Et évidemment, ça peut monter très très cher, 20, 30, 50, 60, ça dépend évidemment de ce qu'on fait, si on est sur de la vidéo, de la qualité, est-ce qu'on est plutôt sur quelque chose de cinématique, plusieurs caméras, les équipes qu'on va mettre derrière, plusieurs épisodes, avoir une suite, une écriture, avoir un DA, enfin bref.
Ça peut coûter beaucoup, beaucoup d'argent. Mais honnêtement, je pense vraiment que même si tu as peu de moyens, tu peux effectivement faire appel à un influenceur pour du coup déléguer cette partie et essayer du coup d'augmenter ta visibilité. Et si vraiment tu n'as pas de moyens, je te donne un autre truc. Si vraiment t'as zéro moyen, donc du coup tu as 0 €. Ok, 0 €. Effectivement, tu pourras pas faire appel à un influenceur, sauf s'il est extrêmement sympathique. Mais bon. Vu que nous aussi, on mange pas des cailloux. Donc, comme il faut qu'on mange, il faut qu'on ait de l'argent. Mais même si t'as 0 €, moi, j'ai toujours un petit conseil en plus, c'est effectivement créer du contenu que du coup, tu vas essayer de faire porter par des ambassadeurs en interne. Ok, ce qui est extrêmement fort aussi. Ça a pas la même portée parce que quand tu passes par un influenceur, du coup, tu vas te servir de sa communauté. Ça va rayonner plus fort. Et puis du coup, quand t'es influenceur, moi, par exemple, je fais beaucoup de vues, donc tu vas aussi te reposer sur ma visibilité à moi, organique, et qui va être probablement différente de celle de tes ambassadeurs. Mais même du coup, si t'as 0, tu peux déjà faire ça. Mais c'est déjà pas mal. Ok, c'est un bon début. Alors j'aimerais bien avoir un exemple, pas forcément l'exemple le plus gros budget, parce que j'ai envie que tout le monde puisse projeter dans ce que t'as pu faire, mais un exemple pour toi d'un accompagnement que t'as fait d'une entreprise où tu trouves que c'est vraiment best practice, ça a été successful, ça a été utile. Et bien nous expliquer justement ce qui a fonctionné. Ouais, je peux te prendre l'exemple du groupe Vive. Eux, en fait, ce qu'on a fait, c'est pas une vraie grosse campagne d'influence, mais je trouve que c'est une campagne qui est intéressante parce que justement, on allait creuser un peu plus dans la construction, dans leurs besoins aussi. Donc ça veut dire qu'on s'est fait un petit bout de camp ensemble avec de la formation. Enfin, tu vois, on a essayé de réfléchir ensemble à la stratégie au vu du secteur d'activité qui est un peu particulier, qui est pas forcément le secteur le plus sexy, qui est pas forcément le secteur auquel les candidats vont penser le plus rapidement. Comment on peut construire du coup un vrai plan d'attractivité pour justement attirer les candidats. Donc on a fait un vrai bootcamp ensemble avec du coup des vraies réflexions, quelques petits exercices et tout, c'était cool pour essayer de réfléchir du coup à ce que eux pourraient mettre en place sans forcément mettre beaucoup d'argent justement sur la table, avec déjà leurs ambassadeurs en interne, revoir du coup toutes les annonces, revoir le parcours de recrutement, etc. Et une fois qu'on l'a fait, on a fini du coup par ce que j'avais dit, donc ce qui coûte le moins cher. Donc on l'a fini juste par une photo. Tu vois, une photo qu'on a mis du coup sur plusieurs réseaux sociaux. Donc on l'a mis du coup sur Insta, on l'a mis du coup sur LinkedIn, on l'a mis il me semble sur X, donc anciennement Twitter. Et l'idée avec du coup toujours le site carrière, le lien du site carrière pour que les gens du coup puissent postuler. Et donc l'idée là, c'est d'avoir une petite création de contenu un peu sympa, une photo avec les équipes, montrer du coup qu'ils recrutent sur les jobs sur lesquels là il y a le plus de tension en ce moment, enfin, tu vois, pour essayer de mettre un petit coup de projecteur. On l'a fait plusieurs dizaines de milliers de vues avec ça. Bon, c'est déjà très cool. C'est une première création de contenu, mais c'est déjà très sympa pour pouvoir du coup communiquer pour les candidats. Ok, super intéressant. Alors, quels sont les autres indicateurs? Parce qu'effectivement, ce que tu me disais au démarrage, c'est qu'on a une approche très court-termiste, c'est des résultats tout de suite. C'est quoi l'ensemble des types d'indicateurs que tu vas suivre pour t'interroger sur l'efficacité de ta campagne? J'en ai plein. J'en ai plein. Il y a plusieurs choses sur lesquelles moi je vais m'attarder. Alors encore une fois, j'insiste mais parce que c'est vraiment important, le temps. Le temps, c'est vraiment pas quelque chose qu'il faut analyser genre au bout de 10 jours ou un mois, ça marche pas. Faut vraiment essayer de le voir plus sur la durée. Déjà parce que mes campagnes en général, moi, elles sont longues. C'est jamais des campagnes courtes. Je vais commencer avec un petit teaser, déjà une photo pour dire que je lance un partenariat. Ensuite, je vais faire un petit teaser. C'est une vidéo qui est très très courte, max une quinzaine de secondes pour dire qu'il va se passer quelque chose. Ensuite, je vais faire ma campagne et ensuite je vais terminer par un dernier post final. Mais ça, du coup, ça prend plusieurs semaines. Tu vois. Un des premiers indicateurs que moi je vais regarder, c'est le site carrière. C'est marrant, hein. C'est pas forcément celui auquel on pense le premier, mais une fois que la campagne est terminée, je dis bien qu'elle est terminée, on a attendu du coup plusieurs semaines se sont écoulées. Moi je vais regarder le site carrière, je vais regarder, évidemment faut prendre en référence ce qu'on a fait, ce qui a été fait avant, et du coup les stats à l'instant T. Je veux regarder moi le taux de rebond, donc les gens qui sont passés du coup sur le site, mais qui sont barrés immédiatement sans du coup cliquer sur quoi que ce soit, en l'occurrence sur la page où évidemment j'ai mon annonce. Le taux de rebond, effectivement, je trouve que c'est très intéressant, voir si du coup les gens ont cliqué notamment sur l'annonce, donc ils sont arrivés sur le site, mais ils sont barrés. Ils ont pas scrollé, ils ont pas cliqué nulle part. Ça, c'est intéressant, je trouve, pour voir si du coup déjà on a réussi à marquer l'intérêt ou si vraiment on est à côté de la plaque. Je vais regarder le taux de trafic. Est-ce qu'il y a plus de monde qui est passé? Donc tu vois, c'est une vision un peu quanti là. Je vais regarder quoi? Je vais regarder ça. Je vais regarder évidemment le nombre de candidatures. Est-ce que le nombre de candidatures, du coup, a évolué? Donc, un des premiers trucs que moi j'aime bien regarder, effectivement, ça va être ça.
Sur les métiers que t'as ciblés, en fait. Évidemment. D'accord, ok. Je dis n'importe quoi. Du coup, on a une annonce, on revient sur le job de product owner. J'ai mon annonce de product owner. Est-ce que j'ai plus de candidatures qu'avant? Est-ce que les gens sont plus passés sur cette annonce? Enfin, tu vois, j'ai besoin d'analyser un peu ces statistiques-là. Deuxième partie où je vais la regarder, évidemment, c'est les réseaux sociaux. C'est du coup ce que réellement j'ai fait. Et j'ai besoin de voir ici, donc, plusieurs éléments. J'ai des éléments qui sont quanti, quali. On va évidemment regarder le nombre d'impressions. Le nombre d'impressions, le nombre d'interactions globalement sur le post, commentaires, likes, repartages, etc. Ça, c'est la quanti, on peut très vite voir, du coup, si une campagne, elle a bien marché ou non, mais parfois, c'est pas suffisant, tu vois. Parfois, c'est pas suffisant parce que, du coup, déjà parce qu'on ne maîtrise pas l'algorithme, tu vois. Et des fois, les campagnes sont très, très cool, mais malheureusement, ça va pas rayonner aussi fort, aussi vite. C'est pour ça que je te disais, c'est vraiment une sorte de long terme. Mais moi, ce que j'adore voir, c'est la quali. C'est-à-dire que, je te dis une connerie, j'ai 40 commentaires sur ma publication. Moi, je suis pas très content, en vrai. Je suis pas très content parce que moi, j'aime avoir plus de... C'est quoi la bonne stat sur les commentaires? Ça va dépendre, mais tu vois, sur une campagne vidéo sur laquelle on a mis beaucoup d'énergie, beaucoup de temps, etc. C'est cool si tu vois, j'avais plutôt aux alentours de le double. Okay. 80 commentaires. Et là, du coup, je me dis que ça commence à être vraiment bien. Mais à la rigueur, c'est pas grave d'en avoir 40 ou même 20, mais il faut que les 20 en question, en termes de qualité, enfin, tu sais, waouh, du coup, on a appris de l'info, je peux me projeter beaucoup plus. Je pensais pas ça de la boîte, je pensais pas ça du coup des équipes ou du métier ou de votre culture ou de, tu vois ce que je veux dire? Il faut que j'apprenne du coup, enfin, faut que les candidats aient appris quelque chose et du coup, ça tu le vois vachement dans la qualité des commentaires. Et du coup, c'est quelque chose, je pense qu'il faut vraiment analyser, qu'il faut vraiment prendre le temps de regarder. Parfois, t'as des questions, parfois t'as des gens qui vont te donner de l'info. Avec plein de boîtes, ah bah tonton, et du coup ça va à moi. Ah bah tonton Karim, moi j'ai postulé pour le coup chez eux plusieurs fois, mais j'ai pas eu de réponse. Alors qu'est-ce que tu fais? Ça arrive. Bah tout de suite, moi je préviens les équipes, j'ai des copains, on a quelqu'un qui a postulé plusieurs fois, mais qui a pas eu de réponse. Je suis pas sûr que ce soit voulu. Peut-être que c'est juste un accident de parcours, ça arrive, on est tous humains, enfin tu vois. Mais je leur dis du coup là, faut gérer le truc, c'est dommage de laisser. Donc c'est pas toi qui réponds, tu laisses effectivement l'équipe recrutement. Oui. Mais par contre, je préviens, tu vois, au cas où les gens aient pas vu. Et puis en plus, il y a plusieurs intérêts, c'est que tu sais, il y a un effet boule de neige qui peut arriver très très vite. C'est-à-dire que du coup, il y a un candidat qui va dire ah ouais, j'ai pas eu de... et puis il y en a un qui va dire bah moi non plus, et du coup pouf. Et alors là, ton poste il part complètement. Ça arrive très rarement. Je peux te donner un exemple d'un truc où ça arrivait, une campagne qui a vraiment waouh. Waouh, ça veut dire on parle de plusieurs centaines de milliers de vues, tu vois, sur LinkedIn, en organique, donc sans sponsor, rien du tout. Et un de mes clients, donc grand groupe du CAC 40, on est aujourd'hui sur des enjeux quand même qui sont importants, des enjeux environnementaux, tu vois. Et j'ai une personne qui a commenté. Évidemment, ça n'a rien à voir avec ma campagne. Moi, ma campagne, c'est sur du recrutement. Tu vois, c'est de ça qu'on parle. Mais j'ai quelqu'un, du coup, qui a commenté en disant, c'est très sympa, hein, mais d'un point de vue environnemental, c'est vraiment une catastrophe. Et puis du coup, 2, 3, 4, 5, 10, 12. J'étais là genre, what the fuck? C'est pas ça le sujet. Concentrez-vous, s'il vous plaît. Oui. Et non, mais je comprends en plus. Et puis, tu brides pas les gens, puis les gens ont envie de s'exprimer, puis c'est un sujet qui est hyper important. Alors oui, effectivement, quand tu fais une campagne d'influence sur des sujets recrutement, voilà, du coup, j'essaie de mettre en avant des métiers. Enfin, tu vois, une boîte qui recrute en plus beaucoup, on parle de milliers de recrutements par an. Du coup, là, par exemple, c'est hyper important que la marque, que la boîte modère, tu vois. Parce que je ne peux pas... Moi, j'ai quand même répondu. D'accord. J'ai quand même répondu parce que il y avait quand même une partie du commentaire qui m'était adressée en mode tonton, c'est très cool ce que tu fais, mais est-ce que vraiment c'était nécessaire là de mettre en avant? Oui, parce que toi tu t'engages personnellement avec ton image sur le... Est-ce que je comprends, tu vois? Mais je pense aussi ici qu'il y a une histoire de, pour moi, je choisis vachement mes combats. Ça veut dire que je dis pas du tout que le combat de l'écologie n'est pas mon combat, mais je dis que du coup le combat par exemple de la diversité, parce que là on était très très proche de ça, le combat de la diversité, de l'inclusion, le faire en sorte que peut-être certaines catégories de personnes qui ont moins accès à des jobs puissent en avoir et tout. Bah là tu vois, c'était plus important peut-être que cet aspect écologie à l'instant T. Et du coup, alors j'ai quand même répondu en disant que évidemment moi j'en avais conscience qu'aujourd'hui c'était pas important pour moi, mais que du coup l'aspect en période de crise en plus où on avait moins de candidats, enfin moins d'offres d'emploi, etc. Cet aspect emploi était plus important pour moi là, tu vois, je préférais faire cette campagne avec ça que de pas la faire du tout. Mais évidemment, j'engage mon nom toujours et la boîte du coup c'est pour ça aussi doit pouvoir modérer parce que c'est ses sujets et que ça la concerne elle et qu'elle doit y répondre.
Ok, donc effectivement, hein, c'est hyper intéressant de se poser la question de qui a la capacité en interne derrière de gérer tout ce qui va se passer autour, mais de la même façon que, enfin tu vois, moi un point auquel je suis hyper sensible quand on travaille avec des entreprises sur, tu vois, repenser tout leur processus de recrutement, c'est qu'est-ce qui va se passer quand ils vont arriver dans l'entreprise, même en termes de pratiques managériales, de bien-être au travail, etc. Oui. C'est des choses que tu vas investiguer avant de choisir. Si tu veux travailler pour le client, comment t'intègres ça? Oui. Alors alors moi j'ai plein de moyens, j'ai plein de canaux où je vais du coup me renseigner, regarder un peu. Évidemment, je vais aller jeter un œil sur Glassdoor, voir un peu ce qui se dit, tu vois, quels sont les avis des gens. Donc Glassdoor, Indeed aussi, avec du coup les avis qu'on peut avoir des collabs en interne. Dès que je vois que ça pue, enfin ça se voit quand ça pue, hein, quand il y a un panier de fruits, une salle de sieste et qui te disent QVT chez nous c'est waouh. Bon, pas un doute. Je dis bon. Peut-être ça pue un peu, Non, globalement, je vais évidemment regarder un petit peu ce qui se passe. Après, j'ai évidemment conscience, surtout quand on prend les grands groupes avec lesquels on peut travailler tous les deux, ou dans lesquels il y a énormément de services. Et moi, j'ai été salarié aussi, tu vois, et je sais que mon bien-être au quotidien était quand même était quand même vachement conditionné au manager avec qui je travaillais, tu vois. Et du coup, je sais que parfois c'est touchy aussi de dire ouais mais non mais tu vois c'est pas que la boîte elle est pourrie, c'est que dans un service en fait le manager en vrai est pourri. Oui, j'ai dit pourri. Non mais le manager en vrai est pas cool, il a peut-être pas été encadré, formé, accompagné pour manager les équipes. Du coup franchement c'est l'enfer. Et du coup en vrai c'est pas la boîte en elle-même, c'est pas les pratiques de la boîte, mais c'est le management du coup qui est pas cool. Quand je vois que ça pue trop, c'est-à-dire que si c'est un truc ça va, mais de toute façon tout se sait. Tout se sait. Donc, globalement, quand j'entends que ça va pas du tout, bah non, j'y vais pas. Et puis effectivement, enfin de temps en temps, t'as un manager dans une entreprise qui fait que dans un service particulier, l'ambiance va être pourrie, et de temps en temps, c'est aussi l'entreprise qui cautionne ou qui instille une culture managériale qui est peut-être pas celle que t'as envie de gérer. Ouais, alors après, tu vois, j'ai vraiment de la chance. Là, ça fait maintenant des années que je suis lancé. Le planning est vraiment overchargé, enfin il est très très plein, je choisis et j'ai vraiment ce luxe aujourd'hui de pouvoir choisir les boîtes qui m'intéressent pas, les projets de campagne qui en vrai sont pas cool ou correspondent pas à mes valeurs ou à ce que moi je veux projeter derrière, je le fais pas. C'est-à-dire que là j'ai un nombre de demandes par mois qui est juste délirant. Déjà tout ce qui n'est pas n'est pas en rapport direct avec du recrutement ou des RH, moi j'y vais pas, c'est pas moi, enfin tu vois, je vais pas faire un truc sur on va déjà proposer 10 000 fois, un truc sur les cryptos, les machins, qu'est-ce que je foute là-dedans, enfin tu vois, d'une j'y connais rien, de deux je vais pas promouvoir un truc que je connais pas, enfin tu vois, qui me concerne pas en plus, donc je choisis vraiment mes campagnes, le but c'est d'avoir un truc qui me correspond et correspond aussi à mon audience, tu vois. Et du coup, je me pose la question, parce qu'effectivement, tu me dis que t'as beaucoup de demandes, et effectivement, on le voit, hein, tu travailles avec pas mal d'entreprises aujourd'hui, ton actualité a l'air super dynamique. Quel conseil tu donnerais, de façon hyper transparente, à une boîte qui a jamais démarré sur ce sujet de l'influence? C'est quoi les critères qu'ils doivent regarder pour choisir avec quel influenceur ils ont envie de travailler? Parce que j'imagine qu'il y en a plein pour qui c'est effectivement ultra opaque comme sujet. Ouais. Comment on sélectionne son influenceur? Il y a plusieurs choses, je pense, qu'il faut prendre en compte. Déjà, le premier, c'est l'audience, du coup, qui a été travaillée par l'influenceur. Donc, de quel type d'audience on retrouve, du coup, sur ces réseaux sociaux, la tranche d'âge, audience, secteur aussi de cette audience. Qu'est-ce qu'ils font? Est-ce que c'est plutôt des RH? Est-ce que c'est plutôt des dirigeants? Des gens qui sont encore étudiants, etc. Donc, premier, c'est ça. Deux, globalement, les contenus qui sont créés, du coup, qui sont partagés. Est-ce que c'est en lien, plus ou moins, avec, du coup, ce que toi, tu veux... ce que toi tu fais dans ton métier, dans la boîte, dans la culture aussi. Donc déjà l'audience, ensuite la création de contenu. Et alors de manière très large et globale, mais cet aspect valeur, je pense qu'il est super important. La tonalité aussi, c'est-à-dire que du coup il va prendre la parole pour parler. Est-ce qu'on est très éloigné ou non? Ça veut pas dire que du coup si on est très éloigné, on peut pas bosser ensemble. Au contraire. Moi j'ai bossé avec des boîtes encore une fois dans le luxe ou des banques par exemple qui avaient pas du tout ma tonalité et justement c'était très complémentaire. Le fait de pouvoir m'adresser à une cible de candidat d'une manière où en fait eux peuvent pas le faire. Moi oui. Et donc du coup c'est hyper complémentaire. Donc regardez la tonalité, voir si du coup ça correspond à ce que vous voulez, ça correspond à la vôtre ou justement à quelque chose de très différent. Et c'est justement ça que vous recherchez aujourd'hui. Tu vois.
C'est super intéressant et du coup ça me fait une super transition pour un sujet que j'ai envie d'aborder parce que aujourd'hui je l'entends beaucoup et parfois la façon dont il est traité me choque un petit peu, donc j'ai vraiment envie d'avoir ton avis. C'est la question des générations que ça va toucher. Est-ce que aujourd'hui, pour poser une question simple, ce type de campagne, ça touche majoritairement des jeunes générations ou est-ce qu'on peut imaginer que ça va aider à recruter des profils avec des niveaux de seniorité différents? Moi j'aime pas cette histoire de cases, j'ai jamais aimé. Et je pense que j'aimerais jamais. Mais parce que je pense globalement que les candidats ont les mêmes typologies d'attente. Globalement, on attend tous un peu les mêmes choses. Si je te prends, là, si j'ai envie de te tabasser de statistiques, si je prends LinkedIn, si je prends Indeed, si je prends Welcome to Jungle, si je prends Hello Work, peu importe, hein, les statistiques que je vais te prendre, mais on va toujours retrouver les mêmes choses, les mêmes besoins, les mêmes envies chez les candidats. Alors effectivement, en fonction des générations, on va peut-être retrouver des choses légèrement différentes globalement sur le marché. Mais je pense que quand t'es candidat, globalement, t'as envie des mêmes trucs, tu vois. T'as envie d'un job effectivement qui fait sens. On n'arrête pas de parler de sens depuis maintenant des années. Depuis le Covid a évidemment énormément exacerbé ça. Là, on est en période de crise, d'inflation. Les gens veulent de l'oseille, ok. Et c'est pas les jeunes qui veulent de l'oseille. Et c'est pas non plus les vieux qui veulent de l'oseille. Tout le monde veut de l'oseille parce qu'on est en crise et que là, c'est pas possible d'être payé 2,50 € par mois, tu vois. Donc on veut de l'argent, on veut du sens, les gens veulent évoluer. Enfin, tu vois, parce que quand tu arrêtes d'évoluer, tu meurs. Chloé, c'est là où réellement c'est la mort en entreprise. Arrêter d'évoluer, c'est pas forcément passer manager ou passer des échelons, c'est peut-être juste te former au quotidien sur de nouveaux outils, des nouvelles langues, j'en sais rien, mais moi je pense que c'est ça en réalité les attentes aujourd'hui des candidats, et peu importe si t'es effectivement de nouvelle génération ou t'es plus senior sur le marché, je pense que globalement les gens ont envie des mêmes choses. Ok, je sais pas si j'ai bien répondu. C'est parfait. Alors je ne sais pas si c'est bien, mais en tout cas, effectivement, c'est assez utile parce que je pense que ça rassure aujourd'hui pas mal certains, pas que recruteurs, hein, mais en entreprise, certains intervenants qui se disent il faut parler autrement et trouver d'autres leviers pour engager des nouvelles générations, etc. Et la réalité, c'est qu'effectivement, nous, ce qu'on voit aussi, c'est que les leviers peuvent être les mêmes, peuvent être exprimés de façon relativement différente, peut-être, mais dans la réalité, non. La personnalité des jeunes n'est pas différente des autres. Bon, donc c'est un peu rassurant. Et est-ce que toi, tu arrives à voir aujourd'hui quels sont les types de candidats que tu arrives à engager? Justement, tu parlais de l'audience qu'on va prendre en compte quand on choisit un influenceur. Qui est-ce qui te suit? C'est hyper intéressant. Moi, j'adore regarder ça avec plus de hauteur et de recul aujourd'hui, parce que j'ai lancé Find Your Way en 2017, mais c'était un peu un side project. C'est vraiment devenu un vrai gros projet qui était mon projet principal 2 ans plus tard. Un petit peu avant moi j'ai senti un petit peu avant le Covid, pouf, je me lance, pouf, le Covid arrive, parce que j'ai le nez évidemment. Et ce qui est hyper intéressant, c'est que moi je bosse avec énormément d'écoles, une quarantaine, écoles de commerce, écoles d'ingénieurs, universités, organismes de formation. Et du coup, ceux qui étaient très juniors à l'époque, aujourd'hui ils sont sur le marché depuis maintenant des années, ils le sont plus. Donc le fait de travailler avec énormément d'écoles fait que j'ai énormément d'étudiants, de jeunes diplômés qui me suivent, mais évidemment plus le temps passe, plus tous ces gens-là ne sont plus étudiants et jeunes diplômés, et du coup ils s'insèrent sur le marché, puis ils s'en servent bien sur des métiers qui sont cool. J'en ai du coup qui arrivent à des niveaux de seniorité aujourd'hui à 3-5 ans par exemple, tu vois. Donc j'ai un peu de tout, et c'est d'ailleurs ça qui rend je trouve mon audience très riche, et je suis hyper content de l'audience que j'ai développée et des gens qui me suivent aujourd'hui. C'est que du coup j'ai de tout, et c'est hyper intéressant du coup quand je publie des contenus, d'avoir des étudiants, d'avoir des gens qui sont un peu plus seniors, d'avoir aussi des RH, des recruteurs, des RH qui donnent leurs avis. Ok, mais super intéressant parce qu'en fait on a des clients aujourd'hui qui sont sur des problématiques de recrutement qui touchent des candidats. Alors pas effectivement, on connaît la pénurie de la tech, mais justement sur tu vois, typiquement dans les gros cabinets de conseil, ils se rendent compte qu'ils sont en train de targeter les mêmes personnes qui sortent des mêmes écoles, qui ont peut-être moins envie de les rejoindre aujourd'hui, etc. Bon, et qui pourraient se dire est-ce que l'influence ça peut nous aider aussi? Oui, dans l'absolu, il y a pas. Est-ce que tu exclurais un type de secteur ou d'entreprise de l'intérêt de mettre en place ce type de démarche? Non, je pense que tout le monde peut y aller. Faut juste trouver les bons canaux, le bon influenceur, le bon discours, le bon contenu, et puis après faut y aller, tu vois. Moi, je pense qu'en tout cas aujourd'hui nos moyens justement, et je pense que l'intérêt en tout cas de l'influence est vraiment ici. C'est que moi je me souviens du monde de recrutement, je dis ça comme si j'avais 75 ans, mais tu sais à l'époque c'était les cabinets de recrutement, je sais pas si tu te souviens, mais oui, je me souviens, malheureusement j'étais là aussi. Tu sais, moi je me souviens des piles de CV mais énormes, tu vois. C'était comme ça en fait que tu trouvais un job. Moi c'était comme ça que j'ai trouvé mes premiers jobs. Cabinet, fallait avoir les bons consultants, connaître les bonnes personnes pour avoir les bons jobs, tu vois, qui lui allaient te placer au bon endroit.
Mais aujourd'hui, Ça a qu'est-ce que changé. tu fais le matin? Qu'est-ce que tu fais quand tu pars dans les transports? Mais t'es sur ton téléphone, t'es sur les réseaux sociaux tout le temps. Et donc du coup, c'est pour ça où pour moi l'influence là, c'est incontournable. Parce que, alors évidemment, on a des sites emploi qui marchent très bien, Indeed, Welcome, tout ça, c'est très cool, mais on est tous en train de regarder du contenu, de scroller toute la journée sur tous les réseaux sociaux. Chacun a ses réseaux qu'il préfère, mais on est tous justement sur ces réseaux sociaux. Et donc c'est là où l'influence est forte, c'est que ça va te permettre de communiquer différemment, d'atteindre une cible que tu n'atteins peut-être pas avec tes annonces quelque part sur tes job boards, et de pousser du coup ces candidats à s'intéresser à toi. Juste pour faire la liste, c'est quoi les réseaux sur lesquels toi t'es justement dans ces logiques d'attractivité? Écoute, bon, moi je suis vachement sur LinkedIn, j'ai été élu Top Voice par LinkedIn France. Bravo. Et Félicitations. 3 années consécutives, oui, oui. C'est vrai que tu gardes ton badge à vie ou pas? Ouais. Ok. Ouais. Bon. Une fois que tu es Top Voice, Chloé, on ne te l'enlève pas. Pourquoi tu veux qu'on m'enlève mon Top Voice? Non, mais... Laissez-moi mon Top Voice. Non. Donc, en vrai, je mets énormément d'énergie dessus parce que je pense qu'on peut pas être partout. D'ailleurs, c'est ce que je dis d'ailleurs aux boîtes. Hein, ne vous éparpillez pas. Okay. Ce qui fait que je suis aussi sur TikTok, mais très mal. Je suis aussi sur Instagram, mais très mal. Très mal, ça veut dire que tu vas autant sur LinkedIn. Ça doit être très bien pour la plupart des gens, je pense. Oui, mais... non, bof, parce que je mets pas assez d'énergie. J'ai pas le temps. Ouais. J'ai pas le temps et du coup LinkedIn, j'y mets beaucoup de temps et d'énergie parce que ça me rapporte énormément de business, parce que j'adore ma manière de communiquer dessus. Et c'est peut-être moins intuitif pour moi sur Insta, YouTube, TikTok, même si j'adore ces réseaux, mais il me faudrait le double de temps de ce que j'ai là. Tu confirmes du coup qu'on communique pas de la même façon? Non. Tu vas pas juste balancer la même chose. Non, la preuve c'est que ça marche pas. Bah oui. Là, du coup, c'est ce que je fais parce que j'ai pas le temps. Donc du coup, je fais un contenu sur LinkedIn et pouf, je le mets, mais ça marche pas. Ok. Tout ça c'est super intéressant. Ma dernière question, ou peut-être mon avant-dernière pour pas faire de fausses promesses, quel conseil tu donnes aujourd'hui à un DRH, un directeur talent qui nous écoute, qui a pas encore mis son doigt dans le sujet de l'influence, qui n'a peut-être pas 60 000 € à mettre tout de suite sur la table? C'est quoi les conseils que tu lui donnes? Moi, je lui donne comme conseil de voir en interne, de réfléchir, de regarder en interne et de se trouver un ambassadeur, quelqu'un qui va être très heureux de pouvoir communiquer et promouvoir son entreprise dans le but d'attirer plus de candidats, de faire parler de la boîte. Donc déjà, t'as pas d'oseille, tu regardes en interne qui a envie de communiquer, qui est très enjoué à l'idée de parler de la boîte gratuitement parce que juste ça lui fait plaisir. Donc on trouve un ambassadeur, puis une fois qu'on l'a trouvé, on essaie de lui donner effectivement des petites missions en plus pour que lui puisse créer du contenu et porter ses sujets sur les réseaux sociaux. C'est le premier conseil que je donnerais. Ok. Quel conseil tu donnes à un dirigeant? Parce que tu le disais tout à l'heure, c'est pas que les RH qui se posent ces questions-là. Bah ouais, parce que le truc, c'est que quand t'es dirigeant, t'as peut-être pas forcément de service RH chez toi, mais du coup, c'est toi qui recrutes, mais en même temps, t'as 1 milliard d'autres trucs à faire, parce que tu es également DAF, responsable marketing, enfin bref, toutes les autres fonctions d'un dirigeant. Alors du coup, moi ce que je te conseillerais, c'est plutôt de poser justement sur les aspects culture de la boîte, sur les aspects justement de why aussi. Donc le why, c'est vraiment la raison d'être de la boîte, ce qui fait que tu veux aujourd'hui recruter et avoir du coup embarqué des gens dans ton aventure. Bah, une fois que tu t'es posé là-dessus, pareil, toi du coup, le dirigeant va devoir prendre ces sujets en main et communiquer. Donc au final, l'ambassadeur, bah ce sera lui. Et voilà, bon courage avec ça. Bonne chance. Bon, on se l'est dit effectivement dans quelques podcasts précédemment, notamment celui avec Antoine Fraisse, que le dirigeant doit consacrer du temps sur ces sujets de recrutement de ses équipes. Donc voilà, si vous l'avez pas écouté, je vous encourage vraiment à aller le voir parce que ça fait un super lien. Quelle question t'aurais voulu que je te pose et que je t'ai pas posée aujourd'hui? T'aurais pu me demander quelle est ma prochaine campagne. Quelle est ta prochaine campagne? Ma prochaine campagne, je suis hyper content. Je vais t'expliquer pourquoi. C'est une campagne que je vais faire avec Accor. Ok. J'avais déjà fait une campagne d'influence avec eux l'année dernière où j'avais fait un micro-trottoir dans la rue pour parler du secteur de l'hôtellerie-restauration qui était canon parce que on n'avait pas censuré. C'est-à-dire que les gens avaient dit des trucs qui étaient hard des fois, enfin tu vois, en mode c'est mal payé, t'es tout le temps debout, c'est fatigant, et en fait on l'a gardé pour plus d'authenticité et on l'a répondu à ça dans la suite du coup de la vidéo. Cette année, du coup, campagne d'influence, les JO arrivent à grands pas. Et du coup, bah, pour le groupe Accor, il y a beaucoup de recrutement à venir. Et je suis content de la faire parce que je vais parler de métiers qui sont pas des métiers sexy, qui sont des métiers difficiles. Donc c'est très cool de parler de métiers de cadre sup, cadre dirigeant, cadre ce que tu veux, mais il y a aussi des métiers qui sont pas des métiers de cadre, qui sont difficiles. Donc femme de chambre, valet de chambre, commis de cuisine, serveur, barman, barmaid. Donc on va parler un peu de ces métiers et donc ça va être une campagne hyper sympa à base de shorts, donc de vidéos courtes, verticales, très punchy avec un sous-titrage dynamique. Donc c'est la prochaine pour promouvoir du coup les métiers chez Accor et pousser les candidats à postuler. Ah super, c'est un secteur qu'on connaît pas mal et on se rend compte qu'effectivement les problématiques de recrutement
Ça fait partie des secteurs qui vraiment galèrent. Bon, la bonne nouvelle, je trouve, alors c'est un peu cynique, mais la bonne nouvelle, c'est que la pénurie dans certains secteurs comme celui-ci fait qu'il y a des entreprises qui sont complètement réinventées en termes de pratiques, expérience collaborateur, pratiques managériales. Bon, c'est le bon côté. Et c'est le bon côté, parce qu'effectivement, en plus, c'est des métiers qui sont durs. Enfin, tu vois, c'est pas des métiers faciles. Et c'est des métiers auxquels les candidats, on pense plus, ont plus envie d'aller. Enfin, tu vois, on a tous envie de bosser. Tout le monde veut faire de l'influence, justement, par exemple. Mais plus personne veut bosser sur des métiers manuels. Ok, merci beaucoup, Karim. Avec plaisir, Chloé. À bientôt. À bientôt. Merci de nous avoir écoutés. On se retrouve très prochainement pour le prochain épisode. Et d'ici là, n'hésitez pas à réécouter les épisodes précédents ou à consulter la fiche synthèse qui reprend les points principaux de cette conversation et que vous retrouverez sur notre site internet. À bientôt!